Bonjour, donc dans cette vidéo je vais corriger la deuxième épreuve du concours blanc. Ici je me suis, comme vous avez pu remarquer, beaucoup inspiré de l'épreuve du CCNP de cette année. Donc voici pour les premières questions de l'exercice 1 et pour la partie qui suit la partie grand 2, après les préliminaires, ici avec des études de polynômes. Donc tout ça assez classique et on l'avait déjà fait en classe en plus. Et pour la partie 4, une variable aléatoire sur un univers fini, un programme de première année. Donc ça tombe bien, là j'avais pas grand chose à changer. Voilà, donc voici ce qu'on va étudier. Donc commençons par la première partie, le préambule. On voit que S est l'application linéaire de R2 crochet X dans R2 crochet X qui inverse les coefficients. Donc ici, quand je fais l'image de 1, dans la base, ça inverse si vous voulez, les éléments dans la base. Donc dans la base canonique, on a 1, 0, 0. Ben, j'obtiens 0, 0, 1. Ici, S de 1, c'est X2. S de X, ben, celui du milieu, c'est X. Et S de X2, c'est 1. Donc ici, tout simplement, la matrice de S dans la base canonique, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et de toute façon, même si j'étais dans Rn, donc comme ce sera le cas, comme j'inverse les coefficients, ma matrice sera celle-ci. Donc je réponds en même temps aux questions de la partie 2 ou 3, je ne sais plus, la généralisation. Donc je crois que c'est la 2. Voilà. Donc je fais les deux en même temps, comme ça, ça m'arrange. Quand je fais le produit de ça par elle-même, si je note ça, la matrice A carré, j'obtiens I2. Donc S2 égale l'identité sur E étant Rn crochet X. Donc R2 crochet X en l'occurrence pour la partie 2, puisque pour n égale 1, R2 2n crochet X, ça fera R2 crochet X. Alors ensuite, dans la question 2, on veut montrer que 1 plus x carré x et 1 moins x carré est une base. Donc une façon de procéder, on peut déjà écrire la matrice de la famille F dans la base canonique. On obtient ici 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 0, moins 1, puisque ce sont les coordonnées des éléments de F dans la base canonique. On se rend compte ici que cette matrice, qui serait la matrice de passage d'ailleurs de C vers F, si je fais le déterminant de cette matrice, j'obtiens, en développant par rapport à la colonne du milieu, un 1 fois 1, 1, 1, moins 1. Et ce qui me donne moins 2, c'est différents zéros. Donc on constate que comme cette matrice est inversible, comme le déterminant non nul, la matrice F la famille F est aussi une base. Donc voilà une façon de procéder. J'ai beaucoup mieux rédigé sur le corrigé. Je vais pas, voilà. Maintenant, si on vous demande la matrice de F dans la base, cette fois-ci F, la matrice de S dans F, soit vous appliquez cette formule-là, matrice dans C, voilà, P de C dans F, et à ce moment-là, il faut inverser cette matrice, puisque celle-ci que l'on a ici, c'est la même chose, mais moins 1. Donc c'est égal à, hop, C dans F, moins 1. Donc soit on applique cette formule, soit tout simplement on fait S de 1 plus X2. Donc j'inverse les coefficients, les coefficients étant 1, 0, 0, 1. J'inverse le 1 et le 1 et je retombe sur lui-même. Pour S de x, comme tout à l'heure, ça fait x. Et pour S de 1 moins x carré, le coefficient de 1 devient moins 1. Le coefficient de x, il n'y en a pas, donc voilà. Et le coefficient des 1 étant 1, pour x2, voilà. Donc j'obtiens moins 1 moins x carré. Donc la matrice que j'obtiens sera 1, 0, 0, 0, 1,
0, 0, 0, moins 1. Première colonne, c'est S de celui-ci, j'ai trouvé lui-même. Deuxième colonne, c'est N de celui-ci, j'ai trouvé celui-ci. Et troisième colonne, S de celui-ci dans cette base-là. Et on retrouve le même vecteur que là, mais avec un moins devant, donc moins 1. Les coordonnées sont 0, 0, moins 1. Voilà. Donc ça, on l'avait fait plein de fois. Il se trouve que si je généralise et que je prends des polynômes de ce type-là, AK, avec xk plus x de 2k, 2n moins k, quand je vais faire S de AK, ben j'inverse les deux, mais comme ils sont symétriques, je retombe sur AK. Donc je retrouverai encore des 1. Et si je pose pour AK, alors là ça ressemble plus à grand chose, mais là c'est pour K appartenant à 0, n-1. Le AN c'est XN, donc S de AN c'est XN. Et le A pour K appartenant à n plus 1, 2n, le AK est égal à xk moins, je vais vérifier parce que je ne m'en souviens pas par cœur, moins x puissance 2n moins k. Donc quand je fais S de AK, là pour k compris entre n plus 1 et n, je vais faire inverser les deux. Donc je vais avoir un moins devant celui-ci et un plus devant celui-ci. Donc je vais obtenir moins AK pour k variant de n plus 1 à n. Donc en fait, j'obtiens le même type de matrice avec, comme les S de AK de 0 à n-1, c'est lui-même, dans la même base, j'obtiens 1, comme sur la diagonale. Ensuite, pour xn, j'obtiens 1 encore. Et ensuite, pour les autres, j'obtiens moins 1. Donc j'obtiens une matrice qui a cette forme-là. Voilà. Alors comme c'est une matrice diagonale, quand je la mets au carré, j'ai les coefficients qui vont être au carré. Ça, on l'a vu. Et donc au carré, ça me donne I de la matrice I. I indice 2n plus 1. C'est une matrice. Là, j'ai n plus 1 éléments et là, j'ai n éléments. Donc I de 2n plus 1. Donc S2 sera égal à l'identité de... Voilà. Donc j'ai en même temps profité pour répondre aux questions qu'il y a dans la partie B2. Donc j'ai répondu à la question 5 aussi. C'était la question 5. La question 5, c'est celle-ci. La question 6, c'est celle-ci. Voilà, question 6. Alors, comment montrer que c'est une base, les AK? J'ai oublié de le faire. Mais, comment le démontrer? Oui, alors le plus simple, c'est comme j'ai fait dans la matrice de passage, dans la mesure les AK sont xk moins x de 2n moins k. Ici, comme matrice, j'ai pour les colonnes de AK, donc à la kème colonne, j'ai un k ici, un 1 ici, et un moins 1 là. Alors, pour k appartenant à 0n, les n premières colonnes, voilà, j'ai des 1 ici, des moins 1 là, donc ça c'est la matrice de passage. Ensuite, des plus 1, pardon, ici. Ensuite, au milieu ici, j'ai AN, c'est XN, et donc j'ai un 1 là. Et ensuite, pour les k plus grands que 1, j'ai XK moins X de 2N moins K. Donc j'ai 1 ici, puisque K appartient à N plus 1, 2N. Et j'ai 1 ici, 1 là, et j'ai des moins 1 là. Voilà. Et donc il suffit simplement que je fasse chaque ligne qui est là, à celle-ci, j'enlève celle-ci. Et donc en fait, je vais retrouver 2 partout ici, et des 0 partout. Donc j'obtiens une matrice qui est triangulaire sup, et donc le déterminant, ça sera 2 puissance n.
plus 1, 2 puissance n. Voilà. Donc déterminant, donc différents zéros, donc la famille est libre. Alors ça c'est une option, j'en ai mis une autre aussi dans le corrigé. Vous verrez, j'ai exprimé tous les xk en fonction des ak. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était ak plus a de... Alors, comment je fais 2n moins k, je fais la somme des deux et il ne reste plus que les ak. Voilà. Donc c'était une façon de faire. Si j'exprime tous les éléments de la base canonique en fonction des éléments de la base f, ça veut dire qu'elle est génératrice. Et j'ai choisi cette option dans le corrigé. Alors ensuite, une fois qu'on a montré f base, je définis deux espaces vectoriels comme en faisant une partition de la base f. Puisque f égale A0 jusqu'à AK, AN, et que G, alors F grand F, c'est vect de cette famille, et grand G, j'ai pris vect des suivants. Donc ici, F et G sont créés comme étant les n plus 1 premiers éléments de grand F, la famille grand F, et ici les n suivants. Donc quand je fais ça c'est une famille libre, donc c'est une base de F, ça c'est une famille libre, donc c'est une base de G, puisque c'est deux familles extraites d'une famille libre, puisque c'est une base. Et donc en fait la famille F qui est une base de E, est la concaténation d'une base de grand F et d'une base de grand G. Ils sont donc supplémentaires. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors ensuite, on remarque que les S, comme j'ai dit, S de AK pour quel que soit K appartenant à 0N, les S de AK sont AK. Donc il y a stabilité des éléments qui sont ici. Et donc la famille, la fonction, l'application linéaire que je définis de grand F dans grand F, qui a P associe S de P, d'abord est définie, puisque je suis bien dans grand F, et ensuite, à chaque fois, pour chaque élément de la base, les éléments de la base restent invariants. Donc forcément, S1, c'est l'identité, puisque l'identité de F l'associe invariant la famille, la base choisie pour grand F. En fait, si vous avez les mêmes images pour deux applications linéaires différentes, et ben ces deux applications, enfin pour deux applications linéaires, ces deux applications sont égales. Il suffit de correspondre sur une base pour être la même application linéaire. On fait pareil pour la deuxième S2 et on a fini. Sauf qu'on constate que pour S2, les images des AK, quand K appartient à n plus 1, 2n, pour S2, les AK, on donne moins AK. Donc S2, c'est moins l'identité de G, non pas l'identité de G. Voilà la seule chose qui va différer. Donc vraiment, c'était des choses qui, pris sous le bon angle, étaient très très pratiques, faciles à résoudre. Donc pour la question 5 et 6. Et il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est la question 4, où là je vais rédiger. Là, je suis désolé, hein, j'étais un peu vite quand même sur ces questions 5 et 6, mais le corrigé est assez explicite, hein, donc je n'ai pas voulu rentrer plus en détail. Alors pour la question 4, on a S de Q. On veut montrer que S de Q est égal à l'expression x puissance 2n, Q puissance Q de 1 sur x. Alors pour faire cela, on écrit simplement ce que c'est que Q. C'est somme de K égale 0 jusqu'à n des AK. Q de x, c'est somme de K égale 0 jusqu'à n des AK, 2n, pardon, des AK x puissance K, puisque c'est un élément de R2n crochet x. Et ici, je remplace x par 1 sur x puissance K. Là, je développe et j'obtiens somme de K égale 0 jusqu'à 2n des AK x puissance 2n moins K. Je fais un changement en posant L égale 2n moins K. Donc pour K égale à 0, j'obtiens 2n. Donc le L va varier jusqu'à 2n. Et pour K égale
2n, j'obtiens L égale à 0. Ici, K est égal à 2n moins L. Voilà. Et ici, j'obtiens puissance L. Et là, je reconnais S de Q. Donc ensuite, pour montrer la linéarité, je ne vais pas le faire, mais il faut prendre PQ appartenant à R2 Zen crochet X, lambda mu appartenant à R2, et on fait S de lambda P plus mu Q. On applique cette formule. Voilà, SP plus lambda P plus mu Q de 1 sur X. On développe, on simplifie, et à la fin, on obtient ceci. Donc, on a montré que c'était linéaire. Alors, ce qui est un moyen assez pratique de montrer que c'était linéaire. C'est pas comme ça, à mon avis, qu'ils avaient imaginé la chose dans le sujet initial. C'est pareil, les matrices n'étaient pas envisagées. Donc, c'est une façon différente d'aborder ce sujet. Alors, pour la partie 3, on l'a fait en classe. J'ai envoyé déjà un corrigé. J'hésite à le faire. Alors, la question 9, en revanche, on ne l'a pas faite. Alors, pour la question 9, on a Q qui est égal à x puissance 6 moins 3 x4 moins 3 x2 plus 1. Ah, on l'avait faite, mais pour une autre question, pour le sujet original, pas pour celui-ci, j'ai modifié, histoire que vous n'ayez pas toujours la même chose. Alors pour Q tilde, on a la définition de Q tilde de grand X qui est égal à AN, somme de K égale 1 jusqu'à AN, des A n-K, RK de X. Ici, on va appliquer l'expression, on a AN, N, c'est 3 dans cette partie-là. Donc ici, on a A3, plus pour 1, ça fera A indice 3 moins 1, donc 2, R2 crochet X, plus 1 indice 1, pour K égale 2, ça me fera 3 moins 2, 1, R2 crochet X, plus pour K égale 3, on obtient 3 moins 3, donc 0, R3 crochet X. Il suffit après de remplacer R2, là c'était R1, pardon, R2 et R3 par leur expression, et après simplification, on trouvera ceci. Voilà. Ici, les racines sont assez faciles. Voilà. Donc les racines de Q tilde sont 0, 2 et moins 2. Et on voit que x racine de q, si x plus 1 sur x racine de q tilde. Donc après, on n'a plus qu'à faire x plus 1 sur x égale 0. Ce qui est vrai si et seulement si x carré plus, alors on l'avait déjà fait avant, hein, plus 1 égale à 0, si et seulement si x égale plus ou moins i, donc ça nous en fait déjà 2. Ensuite, x plus 1 sur x égale 2, donc ça fera x carré plus 2x plus 1 égale à 0, si et seulement x plus 1 carré égale à 0, donc moins 1 est racine double. Et ensuite, il reste moins 1, et pareil, on trouvera moins 1, enfin avec un moins 2 ici, moins 2, moins, donc là c'est 1 qui est racine double. Donc on va avoir ici 6 racines pour Q, or comme c'est un polynôme de degré 6, on a toutes les racines de Q. Voilà pour ceci. Alors sinon, on pouvait tout simplement ici reconnaître que c'était x carré. Ah ben non, même pas, ça marche pas. Non, j'allais essayer de trouver une autre façon de faire, mais ça vient pas de façon évidente.
Alors maintenant, le grand 4 avec variable aléatoire. Donc là, très intéressant. On définit ici une loi sur l'ensemble des polynômes. Ah, j'ai l'impression que ma vidéo, elle est vraiment pas agréable là. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, je pense que c'est un peu mieux. C'est pas encore idéal, mais enfin. Donc ici, pour la partie 4, on a P, un entier entre supérieur ou égal à 2. Ensuite, l'ensemble des éléments de E. Alors, E, ce sera R de 2n crochet X toujours. Cette partie est quasiment indépendante des autres, de toute façon. Des coefficients dans les entiers. Ah voilà, tous les coefficients, c'est les éléments de... Donc, oméga, c'est inclus dans E, et c'est les ensembles des polynômes dont les coefficients sont compris entre 1 et P. Voilà, 1 et P. Donc, on munit ici cet ensemble d'une loi de probabilité uniforme, c'est-à-dire que tous les polynômes de cet ensemble, dont tous les coefficients sont dans 1P, on les munit comme on a une loi uniforme où effectivement chaque polynôme a la même probabilité d'être choisi. Voilà ce que signifie cet énoncé. Voilà, de manière équiprobable en chacun des... Alors c'est pareil pour les coefficients. Voilà. Et on rappelle que tous les coefficients... voilà, donc Q est défini comme étant... Voilà. Voilà. Donc de 0 à 2n. Et les AK sont, quand on est dans oméga, que des éléments de 1P. Voilà. Et SQ, comme c'était fait dans la partie précédente. Si Q est un élément de oméga, on dit que S et SQ présentent des coïncidences s'il existe des éléments tels que le Q et le SQ ont les mêmes coefficients. Alors par exemple, tout simplement, si je prends pour n égale 2, les coefficients, ici c'est en R2 fois 2, donc R4 crochet X, on a E qui est R4 crochet X, et donc on a des polynômes de degré 4. Ici, si je prends ce polynôme, voilà, tout simplement, ça c'est Q, SQ c'est égal à 1, voilà, plus 5x3, plus 2x2, plus 7x plus 1. Voilà, j'ai inversé tous les coefficients. Donc forcément, si je regarde les correspondances, elles vont par paire, sauf celle du milieu. C'est-à-dire qu'ici, j'ai déjà au moins une correspondance. Donc si je compte le nombre de correspondances, ici, j'en ai forcément au minimum 1, une correspondance, puisque j'aurai le même coefficient pour xn. Voilà, dans R4, crochet x, n ça vaut 2, et donc le coefficient de x2 est le même dans les deux, puisqu'il est central. En revanche, ceux-là peuvent être différents. Donc ici, c'est effectivement le cas, mais en revanche, si ceux-là sont identiques, ça veut dire que ceux-là aussi. Donc le nombre de correspondances, il est forcément 1 plus un nombre pair. Donc déjà, ça c'est intéressant à constater. Alors, une fois qu'on a constaté ça, on peut commencer. Z, c'est le nombre de correspondances, ici. Et dans la question 10, pour y voir plus clair, ils choisissent de nous faire étudier le cas n égale 1, c'est-à-dire qu'on est dans R2 crochet X, et P égale 2. Donc tous les coefficients seront soit 1, soit 2. Donc on prend les coefficients, tous les polynômes de E,
dont les coefficients sont des entiers compris entre 1 et 2, donc soit 1, soit 2. Et donc ici, on a soit ce polynôme-là, soit ce polynôme-là, soit ce polynôme-là, soit ce polynôme-là, soit le polynôme suivant, et là on recommence avec celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc on va en avoir 8. C'est facile de toute façon. Ici on a deux possibilités pour le premier coefficient, fois 2 pour le second, fois 2 pour le troisième. Et les coordonnées dans la base canonique, eh ben, ici on a deux possibilités pour la première coordonnée, 2 pour la deuxième coordonnée, 2 pour la troisième. Donc en fait il nous demande de les lister tous, donc je vais être obligé de les écrire jusqu'au bout. Hein. Donc les voilà. Voilà. Et je regarde le nombre de correspondances pour chacun de ces polynômes quand je prends le symétrique. Donc ici, le symétrique sera le même. Donc ici, z égale 3. Nombre de correspondances égale 3. Ici, le polynôme qui correspond quand je fais s de ceci, ce sera 2x2 plus x plus 1. Donc z égale 1. Ici, j'ai 3 correspondances, donc z égale 3. Ici, une seule correspondance, ici une correspondance, ici 3 correspondances, ici une correspondance et ici 3 correspondances. Donc j'ai, comme ils sont tous équiprobables, j'ai la probabilité de z égale 3 qui est égale à 1 demi puisque 4 sur 8 et pour z égale 1 j'ai 1 demi aussi. Si je fais... alors ça, on remarque tout de suite qu'on peut ramener z à une loi uniforme. Et on calcule la probabilité, les espérances grâce à ça, soit on calcule tout simplement l'espérance. Je reviens. Alors déjà pour l'espérance, j'ai ceci. Et donc on tombe forcément sur 2. Hein. De toute façon c'est simple, hein, la moyenne des deux c'est forcément 2. Et pour la variance, je dois faire 3 au carré fois 1 demi, plus 1 au carré fois 1 demi, moins 2 au carré. Et donc 9 plus 1, 10, fois 1 demi, donc 5, 5 moins 4, 1. Donc la variance égale à 1. Alors, ceux qui se demandent pourquoi j'ai vu une loi uniforme, c'est un peu compliqué. Il faut que je trouve sur 1. Donc il faut que je pose un t par exemple, pourquoi pas, égale, il faut que ça vaille 1 en... Voilà, donc je vais faire z moins 1 divisé par 2 plus 1 et j'obtiens t suit une loi uniforme sur 0,1. Et donc, l'espérance, j'obtiens t plus 1 fois 2, donc 2t moins 1, pardon, moins 2. Donc z, alors ça fait t moins 1 fois 2, 2t moins 1 plus 1, donc 2t moins 1. Donc z égale ceci. Et quand je fais l'espérance de z, j'obtiens 2 fois l'espérance de t, moins 1. Et l'espérance d'une loi uniforme sur 0,1, ah mince, j'aurais dû faire sur 1,2. Oui, 1,2, excusez-moi. Donc ici, si je fais sur 1,2, pour t... je fais 2 fois t moins 1. Ah, en fait, ça marche. C'est une loi uniforme sur 1, 2. Si je prends t égale 1, ça fait 2 fois 1, 1 moins 1, 2. 2 fois 2, 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Et si je prends 2, ça fait 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Donc effectivement, on a cette égalité. Et donc ici, on a 2 fois 3 demi, moins 1. Donc 3 moins 1, 2. Et ici, la variance de z, c'est
4, variance de t. Variance de t, c'est 2 au carré moins 1 sur 12. Donc 3 sur 12, 1 quart, fois 4, 1. Donc on retombe sur la même chose. Alors c'est une méthode ici, j'ai choisi celle-ci. Enfin dans les deux cas, on tombe sur les mêmes espérances et variances, heureusement. Alors ensuite, pour la question 11. La question 11, on revient au cas général. Maintenant qu'on a vu dans la question 10 un cas particulier, on doit être à même de mieux comprendre la question 11. Ici, on vous définit deux nouvelles lois, deux nouvelles variables aléatoires, pardon, que je vais vous montrer. Donc, hop, voilà. Donc, comme variable aléatoire, on vous définit NQ, c'est celle... non, NQ, c'est le coefficient d'indice K pour Q, noté à K, oui, bien sûr. Et ZK de Q, c'est égal à 1 s'il y a une correspondance entre les deux et 0 sinon. Alors déjà, ce qui est assez évident, c'est que si ZQ, ZK de Q est égal à 1, à ce moment-là, Z de 2Z moins K sera aussi égal à 1, puisqu'il y aura les deux, forcément les deux qui correspondent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas particulier, quand j'ai commencé à expliquer l'énoncé. Donc, dans la question 11, quelle est la loi de Zn? Alors, la loi de Zn, la loi de Zn est 1, est certaine. Alors ça, c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez fait, mais on a forcément Zn qui vaut de Q, qui vaut forcément 1, puisque c'est le coefficient de Xn. Donc, le coefficient de Xn correspond au coefficient de Xn. Donc, pour le nème coefficient, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que ça correspond toujours. C'est la correspondance, elle est certaine pour le nème coefficient. Enfin, le coefficient à n. Voilà, donc ça c'est sûr. Donc ça c'est la loi certaine. Voilà. Je vais peut-être le présenter autrement pour que vous soyez moins perturbés, mais enfin, voilà. Alors ensuite, pour le petit 2b, NK est une loi uniforme sur... Voilà, justifier que NK est une loi uniforme sur 1P, c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé, donc je ne vais pas le réécrire, mais on nous dit dans l'énoncé qu'on admet qu'il y a équiprobabilité et indépendance du choix des coefficients de Q dans 1P. Donc comme il y a chaque coefficient de 1 à P a une chance sur P d'être choisi. Donc c'est une loi uniforme sur 1P. Donner son espérance et sa variance. Alors là, en revanche, c'est directement la formule du cours. Donc ça, j'espère que j'en aurai beaucoup qui vont avoir répondu. Puisque on a ceci comme espérance et comme variance. Voilà. Ensuite, pour la question petit c, ah mince, donc j'ai oublié d'enlever l'énoncé, donc forcément vous ne voyez pas grand-chose. Alors là, pour la question, donc là j'ai utilisé les formules sur les lois de la loi uniforme sur 1P. Voilà. Donc c'est P plus 1 sur 2, et pour la variance, c'est P carré moins 1 sur 2. Sur 12, pardon. Voilà, puisque NK suit une loi uniforme sur 1P. Voilà. Alors maintenant qu'on a répondu à cette question, la question petit c, vous avez ici montré que... Voilà. Alors...
nk égale à n indice de z moins k, c'est-à-dire, ça veut dire ak égale a de 2n moins k, c'est-à-dire quand est-ce qu'on aura une correspondance. C'est égal, on pourra utiliser la formule de probabilité totale. Voilà. Alors, c'est somme de L égale 1 jusqu'à P, c'est tous les coefficients possibles entre 1 et P, des P de nk égale L, inter, c'est tous les fois où on aura le même coefficient pour nk et n moins, et n de indice 2n moins k. Voilà, donc ici on a indépendance des choix, donc ici on obtient le produit des probas. Et on vient de montrer juste avant que chacun est égal à 1 sur P. Et ici, alors c'est jusqu'à P, pardon, ici on a 1 sur P carré, somme des 1. Donc ça fait 1 sur P carré fois P, donc 1 sur P. Voilà, ça c'est la probabilité d'avoir une correspondance pour l'indice K. Alors maintenant, on reconnaît ici ZK, justifié que, en déduire, pardon, je suppose parce que... Alors pour la question suivante, on vous dit ZK, on vous rappelle que ZK c'est égal à 0 ou à 1, donc c'est une loi, donc pour le D, ZK suit une Bernoulli. Et alors la probabilité d'avoir un succès est 1 sur P, parce que ZK égale 1, c'est égal à l'événement NK égale N de 2N moins K. Voilà, donc probabilité de ZK égale 1 égale probabilité de ceci, et on vient de calculer 1 sur P. Et donc comme ZK peut valoir soit 0 soit 1, c'est une Bernoulli. Et la probabilité d'un succès, c'est 1 sur P, c'est ce qu'on a calculé dans le petit c. Donc, ceci étant réglé, quand on fait y égale des sommes de Bernoulli identiques, puisqu'elles sont toutes identiques, on obtient une loi binomiale. Y suit une loi binomiale de paramètres. Alors ici, il y a n expériences, et la probabilité d'obtenir un succès pour chacun des ZK, c'est 1 sur P. Alors, si on ne se souvient pas de ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, et on peut de toute façon le redémontrer, hein, puisque c'est la répétition d'une même expérience avec deux issues possibles pour chacun des coefficients. Voilà. Donc, on obtient ceci. Si on a, là, ça compte le nombre de correspondances, de coïncidences, nombre de coïncidences, donc de coïncidences, hop, tac. Donc de coïncidence entre 0 et n-1. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y en a autant entre n plus 1 et 2n. De plus, on ajoute celle certaine, celle en parlant de la coïncidence, certaine obtenue pour Zn. Donc ici on obtient pour Z, donc Z c'est 2 fois Y, puisqu'il y a celle-ci plus celle-ci, donc 2 fois, plus celle que l'on a de façon certaine de correspondance entre pour le xn. Donc Z égale ceci. Ensuite, une fois qu'on a trouvé que Z égale ceci, donc ça c'est le E, et qu'on l'a justifié grâce à ça, on a l'espérance de Z égale 2 fois l'espérance de Y plus 1.
Et l'espérance de y étant une binomiale, on connaît son espérance, c'est le produit des paramètres, plus 1. Donc on obtient la formule 1 plus 2n sur p qui est proposée dans l'énoncé. Et pour la variance, ici on a 4 fois variance de y. La variance d'une binomiale, c'est n fois le paramètre fois 1 moins le paramètre, le deuxième paramètre. Et donc ici, ça nous fait 4n, mais sous le même dénominateur, sur p carré, facteur de 1 moins p, de p moins 1. Ça m'étonne, ce serait négatif, il y a une erreur. Non, c'est pas négatif, puisque p c'est un nombre entier, donc tout va bien. Voilà, qui est plus grand que 2. Donc voici pour cet exercice, très passionnant. Alors il se trouve que cette partie grand 4 est tout à fait accessible dès la première année. Et il y avait juste quelques petits détails ici dont il fallait se souvenir. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'exercice 2 sur des équations différentielles. Alors là, la première, très classique avec un changement de variable. Partie A, exercice 2. Partie A, vous aviez comme équation différentielle donc cette équation différentielle est à coefficient non constant. Donc il faut se ramener par un changement de variable en posant ici x égale e de t. On obtiendra zt égale exponentielle de e de t. Et ici, z' de t égale exponentielle de t y' de e de t. Donc égale x y' de x. Et z seconde de t égale, quand je dérive ceci, c'est le dérivé d'un produit, ça me fait ceci. Et quand je dérive celui-ci, je vais obtenir un deuxième e de t qui va apparaître, mais y seconde e de t. Là, je reconnais x, y' plus moins x carré, y seconde en x. Voilà. Donc, x carré, alors pourquoi moins, je ne sais pas. X carré, y seconde de x égale z seconde de t. Et cette expression n'est rien d'autre que celle-ci, donc moins z' de t. Donc on a ça, on a aussi ceci. Hein, voilà. Et le premier, y de x égale z de t. Donc quand je fais ça moins 3 fois ça plus 4 fois ça, j'obtiens à droite, donc à gauche c'est l'expression qui est là, et à droite j'obtiens ça z seconde de t, ici moins 4 z' de t et plus 4 z de t. Donc ceci égale à 0, c'est seulement si ceci égale à 0, d'où la première question, l'équivalence. On n'a plus qu'à résoudre ceci. L'équation caractéristique très simple, c'est r moins 2 au carré, donc il y a une racine double qui est 2. Donc l'ensemble des solutions en z seront de la forme ct plus d exponentielle de 2t, et je remplace donc z de t c'est e de x avec t égale ln de x, donc ça fait c ln de x plus d
exponentielle de 2 ln de x. Ça, c'est x2. Donc, j'obtiens c ln de x plus d x carré. Ça, c'est pour l'équation homogène. Voilà. Toujours la même chose. Hein. D'abord, l'équation homogène. Ensuite, on trouve des solutions particulières pour x et pour x carré. Ceci, on vous donne la forme. Donc, il suffit de remplacer dans l'équation pour trouver les coefficients A et B proposés dans les questions C et D. Je vous ai fait un corrigé, on met dedans et puis on trouve le coefficient A et le coefficient B. Hein. C'est un peu technique au niveau des calculs de dérivés. Et ensuite, en déduire l'expression générale, vous faites le principe de superposition. Donc on fera ça, plus les deux solutions particulières qu'on aura trouvées en petit c et petit d. Alors, pour la partie B, maintenant, cette partie B, vous avez pour cette partie B une application qui va de l'ensemble des fonctions C infini dans l'ensemble des fonctions C infini qui a y associe y' plus a de x y. Alors forcément, ces applications, alors A étant une application aussi de grand F. Donc déjà, phi de y appartient à grand F, donc phi défini. Et ensuite, la linéarité, elle est évidente, hein, phi de lambda y plus mu z, il faudra faire, on remplace, hein, ça fait lambda y plus mu z prime, hein, il faut d'abord avoir défini y et z comme deux éléments de grand F, lambda mu comme étant deux réels, et ensuite on remplace, on développe, et on trouve à la fin lambda phi de y plus mu phi de z. Donc phi est linéaire. Si phi est psi, qui est défini de la même façon, mais avec un b, ben, sera linéaire aussi. Et ensuite, on vous demande le noyau. Alors le noyau de phi, c'est y plus a. Y' plus AY égale à 0, si et seulement si Y égale C exponentielle de primitive, voilà, C appartenant à grand R, donc le noyau c'est vect de F1, tout simplement, et pour le psi c'est vect de F2. Donc ça, je n'ai pas épilogué, c'est assez simple. Alors pour la question 14, donc tout ça, je l'ai mis dans le corrigé. On veut chercher maintenant, dans la mesure où on a deux endomorphismes, hein, on peut chercher ce que fait phi rond psi, qu'on va noter phi majuscule. Donc, et j'ai une erreur de notation dans l'énoncé. Je vais le corriger tout de suite. Alors la question 14, on vous définit C comme étant, au lieu d'être une fonction, c'est une primitive de F2 sur F1. Et YP, on le définit comme étant C de F1. Et on veut montrer que YP est une solution particulière de l'équation Y' plus AY égale F2. Alors, tout simplement, on va remplacer, hein, Y', P, c'est C' F1 plus C F1'. C' F1 plus C F1', ça va me faire F2 sur F1 plus C F1'. Je remplace là-dedans, ça fait YP plus AY, Y'P plus AYP égale, alors ça s'élimine, ça me fait F2 plus C F1', ça me fait donc F2 plus C F1', j'ai encore
problème de signe. Oui, j'ai pas du tout un problème de signe en fait. Hein. Plus A et YP, c'est ceci. Donc A, c'est F1. Donc on obtient F2 plus C, facteur de F1' plus A F1. Or, ceci vaut 0 puisque F1 est une solution, c'est phi de F1, et phi de F1 égale à 0 puisque F1 est dans le noyau. Donc on obtient bien F2. Donc on a bien ici une solution particulière. Alors, dans la question suivante, on va utiliser ça puisqu'on obtient une équation linéaire et on connaît l'ensemble des solutions d'une équation linéaire puisqu'il suffit, voilà, quand on a une équation petit b de cette forme-là, phi de y égale lambda f2, voilà, on a ceci, si et seulement si phi de y égale lambda, alors phi, tac, alors, oui, dans la question précédente, on a trouvé que f2, c'était solution particulière de ceci. Donc ça, c'est phi de yp. Donc ici, on obtient lambda phi de yp. Donc si et seulement si phi de y égale phi de lambda, voilà, par linéarité, on met tout à gauche, ça fait phi de lambda moins lambda yp égale à 0. Donc si et seulement si y moins lambda p appartient à ker de psi. Et ceci, si et seulement si lambda moins i, comme ker de psi égale à un mu f1 avec f1 appartenant avec mu, comme ça c'est vecteur de f1, avec mu appartient à R. Et donc si et seulement si y égale lambda yp plus mu f1. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est celle-ci. Or, petit c, on cherche le noyau de psi. On a y appartient à ker de psi. Si et seulement si phi rond psi de y égale à 0, si et seulement si phi psi de y appartient à ker de phi, si et seulement si il existe, comme ça c'est vecteur de f2, si et seulement si il existe lambda appartenant à R tel que lambda phi de y égale lambda f2, si et seulement si, et on l'a écrit ici, il existe lambda mu appartenant à R2 tel que y égale lambda yp plus mu f1. Donc, ker, c'est une combinaison linéaire, c'est ker de psi, de phi majuscule, c'est vecteur de yp f1. Or, yp f1, yp c'est ceci. Donc, c'est égal à vecteur de c f1 f1. Voilà pour le noyau de phi majuscule. Alors, le d, c'est juste un calcul. Hein. Voilà, le d, c'est juste un calcul. On fait voilà. Je sais
pas pourquoi j'ai choisi f au lieu de y d'ailleurs, enfin, peut-être que je devrais mettre que des y. Oui, je vais mettre que des y. Donc ça me fait psi rond phi de y, c'est psi de y prime plus b y, et c'est donc y seconde plus b prime y plus b y prime plus a y plus b de y. Et donc j'obtiens y seconde plus a plus b y prime plus ab plus b prime y. Alors vous voyez que j'ai fait une petite coquille puisque j'ai mis et c'est phi on psi. Donc ici c'est un A, ici A, tout ce qui est A et B et A. Voilà. Et donc A plus B, et là c'est A'. Voilà. Pourquoi je n'obtenais pas les mêmes résultats. Alors ensuite, on vous demande de vérifier si je pose A égale moins 2 sur X et B égale, donc question 15, B égale moins 1 sur X. A plus B, ça fera moins 3 sur X. Et A, B plus A', ça me fait 2 sur X carré, et la dérivée de A, 2 sur X carré. Donc 4 sur X carré. Donc j'obtiens phi majuscule de y égale y seconde plus moins 3 sur x y prime plus 4 sur x carré de y égale x carré 1 sur x carré y seconde moins 3 x y prime plus 4 y. Donc phi de y égale à 0 si et seulement si ceci est égal à 0, c'est-à-dire l'équation E de départ de la question de la partie 1. Donc on voit que le noyau ker de phi majuscule, c'est l'ensemble des solutions de l'équation E. Donc ça étant réglé, de l'équation E0, l'équation homogène, pardon, E0. Alors comme je n'ai pas défini E0, il va quand même falloir que je le fasse. Donc ça me fait deux petites choses à modifier. Pour la question 16, c'est assez évident. Alors, retrouver l'ensemble, en appliquant, j'ai oublié la question 15, très intéressante, où on vous dit ker de phi, c'est égal à vect de CF1, F1. F1, c'est exponentielle, c'est l'application qui a x associé, exponentielle de primitive de A, la constante, donc A, ici, donc, tac, tac. Ah oui, une primitive de moins, donc plus 2 sur x, dx, donc ça nous fait exponentielle de 2 ln de x, donc x carré, et f2, c'est exponentielle de moins 1 sur x dx, c'est-à-dire exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x. C, c'est une primitive de f2 sur f1, c'est donc une primitive de x sur x carré, c'est-à-dire ln de x. Et ici, donc, ker de phi est égal à f1, c'est-à-dire x carré ln de x,
vecte donc de x carré n de x. Et pour f1, x carré. Et c'est ce que l'on a trouvé à la question, la dernière question de la partie précédente. Enfin, pas la dernière, la question de l'équation homogène, le petit b de la question 12. Alors, pour la question 16, le ker de phi majuscule, c'est toujours vecte de c, f1, f2. f1, c'est kx associé exponentielle, donc moins une primitive de a, donc moins ax. f2, c'est moins une primitive de b, la constante b, donc exponentielle de, voilà, et f1 sur f2, c'est exponentielle de moins ax, c'est f2 sur f1, donc moins bx sur exponentielle de moins ax, ce qui fait exponentielle de a moins bx. Et si je veux une primitive de ceci pour obtenir c, j'obtiens exponentielle de a moins bx sur a moins b. Ouais. Et là, cf1, ça me fait exponentielle de a moins bx sur a moins b. Alors il faut quand même distinguer le cas où a moins b, a égale b. Donc ça c'est si a différent de b. Donc ça me fait exponentielle de a moins bx sur a moins b fois f1 moins ax. Il y a les a qui s'éliminent et j'obtiens f2 sur a moins b. Donc ici, vecte de f1, pardon. Ça me fait f2, puisque ça c'est la combinaison linéaire de f2, f1. Donc en fait, le noyau, c'est simplement chercher. Alors une remarque, hein, a et b sont à ce moment-là, les moins a et moins b sont les racines. Et ce que j'ai, c'est exponentielle d'une racine. Voilà. Exponentielle de... Donc exactement ce que l'on a déjà trouvé, hein, pour les équations linéaires à coefficient constant. Donc c'est une autre démonstration de ce qu'on avait déjà fait. Voilà. Et si a égale b, la seule chose qui change, c'est que ici c'est 1. Donc ici j'obtiens comme primitive x. Et donc ici j'aurai c. Voilà. Et donc en fait les formes sont ax plus b, f1. f1, c'est-à-dire exponentielle de moins ax, moins a étant une racine. Donc on retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait déjà trouvé lorsque, enfin dans le cours. Voilà, on retrouve le cours. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans la question 2. Voilà. Alors quand même, l'intérêt aussi de cette partie B, c'est qu'on a montré que n'importe quelle équation différentielle d'ordre 2 admet comme ensemble solution un espace vectoriel de dimension 2. Et on a la forme des solutions.